Aujourd'hui, nous allons faire une initiation sur le vitalisme. Des naturopathes, qu'est-ce que le vitalisme? Pour comprendre ce qu'est le vitalisme, eh bien, il va falloir commencer par vous débarrasser de toutes vos fausses croyances. Il va falloir rester concentré sur la logique et uniquement sur la logique. Rien d'autre. Seulement la logique. Car la naturopathie est basée sur la logique. Alors, dans le domaine de la science, il existe deux types de savoirs et donc deux types de chercheurs. D'un côté, les scientifiques et de l'autre, les scientistes. Alors, qu'est-ce que le scientifique? Le scientifique veut savoir ce qu'est un événement présent, quelle est sa cause, sa structure, son fonctionnement et son devenir. Pour simplifier, disons qu'il veut connaître la causalité et la finalité d'un événement. Voici un événement. Tous les objets sont des événements, y compris nous-mêmes. Alors, exemple, qu'est-ce qui a donné naissance au stylo bic? Qu'est-ce qui a donné naissance au stylo bic? Quels sont les éléments qui le composent? Quelle est la nature de ces éléments? Quel est son fonctionnement? Le scientifique veut savoir si cet événement peut être reproduit à volonté. Il veut savoir ce que devient cet événement après avoir été vidé de toute son encre. Le scientiste, lui, ne cherche pas à savoir le processus qui a donné naissance à cet événement. Il veut connaître tout simplement ses composants, les moyens de le reproduire à volonté. En outre, il ne s'inquiète pas de son devenir. Qu'est-ce que devient le stylo bic une fois qu'il a été vidé de son encre? Il s'en fout. C'est pas son problème. Son problème, j'analyse, je fabrique, je vends. C'est tout ce qu'il veut savoir. Il ne voit que le stylo. Un peu comme celui qui regarde le bout du doigt de quelqu'un qui indique quelque chose dans le ciel. L'homme intelligent regarde dans le ciel ce qu'on lui indique, mais l'idiot, lui, il regarde le bout du doigt, pas l'événement qu'il y a dans le ciel. La naturopathie est une médecine déductive, alors que l'allopathie est une médecine inductive. La méthode déductive part des généralités pour aboutir à la particularité, c'est-à-dire à la pathologie. La méthode inductive fait le contraire. Elle part de la particularité pour essayer d'atteindre les généralités qu'elle ne peut pas atteindre parce que les généralités vont à l'infini. Quand, un jour, à un astrophysicien connu dans le monde entier et qui passe de temps en temps à la télévision française, j'ai écrit pour lui demander « Mais quelle est la cause du Big Bang ?» qui a donné naissance
à notre univers physique. Quelle est la cause? Eh bien, vous savez ce qu'il m'a répondu? Je ne veux pas le savoir. Vous le connaissez tous, cet astrophysicien. Je ne veux pas le savoir. Cela relève de la métaphysique. Cela relève de la philosophie, non de la science. La science, m'a-t-il dit, part du Big Bang jusqu'à nos jours. C'est ça la science. Ça part d'ici jusque-là. Dès cet instant, j'ai su que c'était un scientiste, mais pas un scientifique. Pour le scientiste, l'effet est scientifique. L'effet est scientifique, mais pas la cause de cet effet. Réfléchissez. Le stylo bic est un effet, est un événement, comme d'ailleurs tous les éléments qui se trouvent dans cette pièce, y compris nous-mêmes. En effet, nous sommes nous-mêmes un effet, l'effet d'une cause. Alors pour résumer, disons que le scientifique s'intéresse à la cause. Pour lui, le hasard n'existe pas. Le hasard est un effet dont on ne connaît pas encore la cause. Le scientiste, lui, s'intéresse à l'effet. Pour lui, l'effet résulte du hasard. On retrouve ces deux types de schémas mentaux en naturopathie et en allopathie. Le naturopathe s'intéresse à la cause des maladies. Seule la cause l'intéresse, sachant qu'en supprimant la cause première, on supprime du même coup l'effet sans avoir à combattre l'effet. L'allopathe, lui, s'intéresse à l'effet, à la maladie, qu'il analyse en long, en large, en travers, comme le scientiste avec le stylo bic par exemple. L'allopathe ne voit que la maladie, l'effet, comme d'ailleurs le malade. Je le redis, pour le scientiste, seul l'effet est scientifique, pas sa cause. Il a tort et je vais vous le démontrer. Observez bien ce diagramme, ce schéma. Observez bien ce schéma. Au tout début, il y a l'idée, les idées suscitées, c'est-à-dire générées par le conscient, par le mental. C'est avec le conscient que l'on prend conscience du monde physique, environnemental. Que cette prise de conscience soit faite consciemment ou inconsciemment. Une chaîne d'idées de même espèce donne naissance à une pensée, à un vécu intérieur, qui peut être vécu consciemment ou inconsciemment, et qui est constitué d'une croyance, d'une image mentale, c'est-à-dire d'une imagination, et d'une émotion. C'est un triptyque. L'être est gouverné par sa croyance imaginative, émotionnalisée, motorisée ou actionnée ou animée par l'émotion. L'idée, la pensée, la croyance, l'imagination notamment, qui sont des phénomènes suscités par la conscience psychologique, par le « je pense, donc je suis » de René Descartes, le philosophe bien connu, donc suscités par le conscient, par le mental. Eh bien, ce sont des phénomènes métaphysiques.
ce sont des phénomènes immatériels. En effet, personne n'a jamais vu, ni photographié, ni soupesé, ni décortiqué, ni analysé la structure d'une idée, d'une pensée, d'une croyance, d'un imaginaire, c'est-à-dire d'une image mentale et aussi d'une émotion. Personne n'a jamais vu une émotion. Et cependant, ces phénomènes existent bien. Ce sont des fréquences vibratoires immatérielles, c'est-à-dire métaphysiques, donc métalumineuses. L'idée, la pensée, la croyance, l'imagination, le vécu intérieur donnent naissance à une hypothèse. Et de ce fait, à un événement, à un prototype. Exemple, je crois que je peux inventer un stylo à encre épaisse comme le stylo Bic qui est entre vos mains. Je procède donc, c'est une hypothèse, je procède donc à un bricolage et je crée ainsi un prototype. Donc un événement que je perfectionne en un second prototype et ainsi de suite pour créer finalement un objet fiable. En l'occurrence, le stylo Bic actuel, reproductible à volonté. Mais l'hypothèse peut aussi aboutir directement à une théorie. La théorie est une explication plausible. Le docteur Claude Bernard, le plus grand physiologiste de tous les temps, c'est lui qui a tout découvert dans l'organisme, ou quasiment. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci: lorsque une théorie ne cadre pas avec le fait, avec l'événement obtenu, il ne faut pas modifier le fait, il faut au contraire modifier, corriger la théorie tout en respectant l'événement, c'est-à-dire le fait. Si on triche, et Dieu sait si les tricheries scientistes sont légion en ce bas monde pour gagner des compétitions commerciales, ou des honneurs, ou les deux à la fois, eh bien la théorie donc aboutit à un fait, à un événement reproductible à volonté. Un fait est scientifique. Dès l'instant où on peut le reproduire à volonté. Ce qui est scientifique est de la science, mais la science découle de l'idée, de la pensée, du début, c'est-à-dire de la conscience psychologique. En d'autres termes, il n'y a pas de science sans conscience psychologique. Est-ce que c'est clair? Si donc l'idée crée de la science, c'est que l'idée est scientifique. En effet, une idée idiote ne peut créer que de l'idiotie, mais pas de science, pas du rationnel. Ça ne peut pas créer un fait intelligent. Les chiens ne font pas des chats, et les singes ne font pas des hommes. Si donc la science résulte de l'intelligence, du métaphysique, de l'immatériel, invisible, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire
que l'intelligence qui est immatérielle est scientifique. Si l'intelligence qui est métaphysique, c'est-à-dire au-delà de ce qui est physique, c'est-à-dire immatériel, si donc l'intelligence est scientifique, cela veut dire que le métaphysique, l'immatériel, est scientifique, que la conscience psychologique, donc l'idée, la pensée, l'imaginaire, l'émotion, est scientifique. Et que, en vérité, le cosmos duquel nous sommes nés est scientifique. On est né du cosmos. Si on est capable de fabriquer de la science, c'est que le cosmos est scientifique. Rationnel. Si le cosmos est scientifique, rationnel, il est l'intelligence. Donc, le cosmos est de la conscience psychologique. Réfléchissez, nous sortons de l'utérus cosmique et nous sommes des êtres dotés de conscience psychologique. Cela veut dire que le cosmos est de la conscience et que le cosmos est une structure symétrique. Symétrique. Si le cosmos, qui est une structure immatérielle, vibratoire, complète, parfaite, n'était pas symétrique, recte et complet, eh bien le cosmos aurait implosé sur lui-même dans un chaos complet et nous ne serions pas ici en train d'en discuter. En vérité, le cosmos, dit vide, n'est que de la conscience, donc de l'esprit. Du fait que la conscience est un attribut de l'esprit. Il n'existe pas d'esprit sans conscience et pas de conscience sans esprit. Cela veut dire que l'on devrait, dans les facultés d'État, apprendre à penser logiquement, donc scientifiquement. C'est-à-dire à l'endroit, conformément à la loi vitale de symétrie cosmique, qui régit la vie, le phénomène vital appelé vie, conscience psychologique et vie, ou vice-versa, sont synonymes, tout comme le mot Dieu et vie. La vie, c'est Dieu, et Dieu, c'est la vie, c'est-à-dire la conscience psychologique. Le je pense, donc je suis. Retenez qu'il n'y a pas de science sans conscience. Retenez également que la science naît de la conscience psychologique. Qu'est-ce que la conscience ? La conscience psychologique, je viens de vous le dire, est la vie. Et la vie est la conscience psychologique. La perte de la vie, donc de la conscience psychologique, entraîne la perte de la conscience psychologique. Les morts n'ont plus de conscience psychologique. Un mort ne sait pas qu'il est mort, ni même qu'il a existé. Les morts sont dans la deuxième dimension, où il n'y a ni passé ni futur. La conscience psychologique est un phénomène immatériel, métaphysique, métalumineux, résultant de l'interaction automatique de deux éléments identiques, mais inversement fonctionnels, le conscient et le subconscient,
inversement fonctionnels comme la main droite et la main gauche, ou comme mâle et femelle. En effet, vous devez savoir que notre pensée holistique, dans lequel appareil, dans le pensée ER, c'est dans le pensée ER que nous fabriquons des pensées EES. Eh bien, notre pensée holistique est constituée de deux éléments, de deux demi-piles identiques, mais inversement fonctionnels. Et là, vous avez une interaction. Et cette interaction donne quoi? De la lumière. Notre pensée holistique peut être symbolisée par un cercle. Le conscient, le subconscient. Le conscient actionnel, le subconscient réactionnel. Le conscient est une force verticale qui agit sur une force horizontale. Le conscient est de type électrique, le subconscient est de type magnétique. Le conscient est de type mâle et le subconscient est de type femelle. Le conscient est centripète et le subconscient est centrifuge. Le conscient est actionnel. Le subconscient est réactionnel. Le conscient programme le subconscient, lequel concrétise l'information fournie par le conscient. Le système fonctionne exactement comme un appareil sexuel génital. Exemple, le spermatozoïde, qui est un élément de type électrique, émis par un élément mâle, pénètre un ovule, qui est un élément de type magnétique, de même espèce, évidemment. Il s'agit là d'un acte sexuel. Le spermatozoïde y déverse dans l'ovule son contenu informationnel qui fusionne avec le contenu informationnel de l'ovule, et la fusion de ces deux gamètes, de ces deux informations jumelées, induit automatiquement un processus d'auto-création qui aboutit, au bout d'un certain temps, à la concrétisation d'un enfant, c'est-à-dire d'une vie, c'est-à-dire d'une conscience psychologique. La vie, la conscience psychologique, résulte de l'union, de la fusion et de l'interaction de deux éléments, l'un actif, l'autre réactif. Deux éléments identiques, mais inversement fonctionnels, comme la semence et la terre fertile qu'il a reçue. Dans notre pensée holistique, il y a donc un ensemenceur, le conscient, et sa semence. Et il y a, dans notre pensée holistique, une terre fertile et la semence que l'on y a enfouie. La terre fertile est le subconscient. Et l'ensemenceur est le conscient. Dans le conscient, il y a l'âme, l'élément de type électrique, centripète, procréateur, programmant, qui programme. Dans le subconscient, il y a le Christ. Ce que je vous dis là n'a rien de religieux, c'est purement de la science. Dans le subconscient, il y a le Christ. L'élément de type magnétique, centrifuge. Nous avons donc là un couple de type électromagnétique. Il n'y a pas d'électrique sans magnétique et il n'y a pas de magnétique sans électrique. Les deux phénomènes sont identiques mais inversement fonctionnels comme
une torche d'éclairage comportant 2 demi-piles. Dans un lecteur de cassette, on ne met pas les 2 piles comme ça, on en met une comme ça et une comme ça. Ça fonctionne. Si vous les mettez comme ça, ça ne fonctionne pas. Vous avez déjà essayé ? L'interaction de ces 2 demi-piles font une pile qui produit à la fois et de l'électricité et du magnétisme. Le pensée d'un être vivant, je vous l'ai dit, est de type bioélectromagnétique, tandis que son soma, c'est-à-dire son corps physique, est bioélectromagnétisé. Le pensée est bioélectromagnétique et le soma est bioélectromagnétisé. Le conscient est l'élément qui use l'énergie vitale. Le subconscient est l'élément qui transforme l'énergie vitale qu'il puise dans le milieu environnemental, c'est-à-dire dans l'esprit, dans le cosmos, pour le fournir à son partenaire intime, le conscient, par l'intermédiaire du rhinencéphale, par l'intermédiaire de la respiration. On se revitalise par le rhinencéphale. Nous avons donc là un générateur de courant, un transformateur de courant et un utilisateur de courant. L'esprit, le subconscient, le conscient. Comme je l'ai déjà dit, la lumière, c'est-à-dire la conscience psychologique. Quand je dis lumière, il s'agit d'une lumière métaphysique, évidemment, pas celle-ci qui est physique. Cette lumière, c'est de la matière. On n'est pas là. On est dans le métaphysique. Alors, comme je vous l'ai dit, la lumière, c'est-à-dire la conscience psychologique, la vie, résulte de l'interaction de 2 demi-piles, c'est-à-dire du conscient et du subconscient. Le pensée, je dis, est constitué de 2 éléments identiques, mais inversement fonctionnels, d'un conscient actif et d'un subconscient réactif. Le conscient actif est le programmeur, c'est-à-dire l'architecte qui fait le plan d'une concrétisation. Le subconscient, qui est réactif, est le bâtisseur, celui qui construit, qui concrétise le plan informationnel architectural. Le générateur d'énergie est le cosmos, qui, comme je vous l'ai déjà dit, est une structure immatérielle, vibratoire, complète, que l'on peut appeler l'esprit. C'est une façon de parler parce qu'on n'a pas d'autre mot pour dire les choses. C'est de la lumière noire passive, au sein de laquelle lumière noire évolue une lumière blanche active. Le cosmos, c'est-à-dire l'esprit, peut être comparé à un océan, comme l'océan Pacifique ou comme l'océan Atlantique, océan qui est habité par des êtres pensants, donc par de la conscience psychologique. L'esprit n'est pas le pensée. L'esprit n'est pas la conscience psychologique, mais le milieu environnemental du pensée. C'est dans ce milieu que le pensée puise sa force vitale active. De même que l'océan est dans le poisson, comme le poisson est dans l'eau de l'océan. Océan et poisson ne font qu'un. De même, l'esprit est dans le pensée, comme le pensée est dans l'esprit. Esprit et pensée ne font qu'un. Qu'une seule et même entité. Tous deux sont des structures immatérielles, l'une passive, l'autre active. Le pensée, la conscience psychologique,
est le rêve de l'esprit. Le conscient ne vit que parce qu'il est branché sur le subconscient, qui est lui-même branché sur l'esprit. Tout comme le poisson de l'océan, qui ne vit que parce qu'il est dans l'eau de l'océan et qu'il tire sa force de l'eau de l'océan. Lorsque le conscient pense positivement, et c'est là que je veux en venir, lorsque le conscient pense positivement, c'est-à-dire symétriquement, donc conformément à la loi vitale de symétrie cosmique, il programme à l'endroit son subconscient réactionnel, concrétiseur, qui est le générateur de sa vie. Et en échange, il reçoit la vie, la santé, le bien-être. Retenez bien tout ceci, car c'est fondamental en naturopathie. Lorsque le conscient pense négativement, dissymétriquement, il programme à l'envers son partenaire intime, le subconscient, réactionnel, et celui-ci, le subconscient, concrétise quoi? Eh bien du néant, c'est-à-dire de la pathologie, c'est-à-dire de la mort. Penser à l'endroit, c'est se brancher sur notre subconscient, sur la positivité de notre subconscient, sur notre force vitale, qui est homéostasique, régénérante. Penser à l'envers, c'est en quelque sorte se débrancher de notre force vitale, c'est donc se dévitaliser, c'est donc mourir. Je le redis, le système fonctionne comme une baladeuse branchée sur la prise de courant. Si on la débranche, l'ampoule allumée de la baladeuse s'éteint. Eh bien, il en est de même de notre conscient, de notre âme, lorsqu'il se débranche de notre subconscient en pensant négativement. Il s'éteint, donc il meurt toutes les fois qu'il pense négativement, toutes les fois qu'il se déconnecte de la positivité de son partenaire intime, le subconscient réactionnel concrétiseur. Et il se revitalise, il se réillumine toutes les fois qu'il se reconnecte sur la positivité de son subconscient, c'est-à-dire sur son Christ intérieur, en se repensant à l'endroit positivement. Le Christ, dit Fils de Dieu, n'est pas un être divin d'os et de chair, comme le croient les catholiques, par exemple. Les Saintes Écritures précisent que le Christ est la loi, la vérité, la vie, la résurrection. Alors qu'est-ce que c'est que la loi? Mais le Christ est la loi. C'est la loi vitale de symétrie cosmique. Ce n'est donc pas un être humain, ni un Dieu incarné, c'est une loi. C'est la loi de la vie. Alors, voici ce qui est symétrique et voici ce qui est dissymétrique. C'est la symétrie qui est homéostasique, donc régénérante, donc réparatrice,
donc guérisseuse en cas de pathologie, alors que la dissymétrie est morbidogène, anthropique, éthiopathogène, dégénérative. En lettres biologiques, ces symétries et ces dissymétries s'expriment essentiellement à travers les liquides humoraux physiologiques, comme le sang, la lymphe, les fluides lacunaires, et à travers son système neurovégétatif et hormonal, induisant alors des réactions symétriques, donc de la santé, ou des réactions dissymétriques, donc de la maladie. Alors qu'est-ce que c'est que la vérité ? Eh bien, le Christ est la vérité. Ce n'est donc pas un être humain ni un Dieu incarné, c'est la vérité. C'est écrit dans les Saintes Écritures. La vérité n'est pas la réalité, n'est pas le monde physique, est une réalité, mais n'est pas la vérité. La vérité est la loi vitale qui est immuable et donc impitoyable. Eh oui. Donc dire à chacun sa vérité, c'est dire à chacun son mensonge, à chacun ce qu'il aime. Nombreux sont ceux qui aiment le diable, la négativité mentale, donc la maladie, tout en voulant la santé. Il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité, c'est-à-dire la loi vitale de symétrie cosmique. Voilà la symétrie. La vérité est la loi vitale, et la loi vitale est la vie, c'est-à-dire la conscience psychologique recte, positive, donc symétrique. On peut la comparer à un cours d'eau. À un cours d'eau dans lequel cours d'eau vivent des pensants, c'est-à-dire des êtres dits vivants, des poissons par exemple. Tant qu'un poisson, par exemple, vit dans l'eau, il reste vivant. Le jour où il sort de l'eau, qu'il saute sur la berge, il étouffe, il agonise et il meurt. Sauf s'il revient rapidement dans l'eau vivifiante, vitalo-protectrice. Qu'est-ce que la vie ? Mais la vie, le Christ est la vie, non un être incarné. La vie, et je dis, est la conscience psychologique que l'on peut comparer à la lumière produite par une lampe de poche contenant 2 demi-piles, mais inversement fonctionnelles. La conscience psychologique est je vous l'ai dit, le « je pense dont je suis » de René Descartes. Qu'est-ce que la résurrection ? Le Christ est la résurrection. La résurrection consiste à ressusciter. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ressusciter ? Ressusciter en vérité, c'est quoi ? C'est ressusciter dans notre propre conscient le sentiment positif, symétrique, recte, donc la symétrie, donc la neutralité fonctionnelle du conscient, lequel induit la symétrie structurelle du corps physique. C'est la symétrie fonctionnelle du conscient qui induit la symétrie structurelle, la symétrie de nos structures. À l'origine, c'est-à-dire avant la singularité qui a provoqué le Big Bang, lequel a donné naissance, comme vous le savez, à l'univers physique, à la matière, le conscient et le subconscient, son partenaire intime, ne faisaient qu'un.
qu'une seule et même entité. Le mâle et la femelle ne faisaient qu'un. Chacun d'eux avait une puissance égale, 50-50, qui s'équilibrait par le phénomène de leur propre fréquence vibratoire. Chacun de ces deux demi-piles était un subconscient, fonctionnellement et structurellement identique. Il y avait un subconscient gauche, un subconscient droit. Le subconscient gauche de type mâle, le subconscient droit de type femelle. Comme je viens de vous le dire, les deux vibraient sur la même longueur d'onde. Ils formaient un pensée androgyne. C'est ça le pensée androgyne. Un pensée androgyne, donc un pensée neutre, donc parfait, donc sublime, donc quadridimensionnel, donc divin, et donc éternel, puisque parfait. Il vivait, il s'exprimait d'une même voix au sein de l'esprit cosmique, véritable paradis céleste. Le mal et le bien, tels que nous les connaissons, n'existaient pas. Le mal et le bien n'existaient pas. Ni haine, ni amour. Mais les deux à la même puissance. Quand je parle de l'âme et que je parle du Christ, je ne parle que des deux demi-piles constituant le pensée holistique, non d'un dogme religieux quelconque. L'âme verticale est une force vibratoire électrique, de type électrique, verticale, imprimante, de type mâle, donc procréatrice. Le Christ, c'est la ligne horizontale, est une force vibratoire de type magnétique, horizontale, centrifuge, exprimante, femelle, donc créatrice. Tous deux ne font qu'un à l'origine, comme la main droite et la main gauche au sein d'un même organisme. Ils sont faits pour vibrer sur la même longueur d'onde, donc pour être en phase, comme pour applaudir. Là, je ne peux pas applaudir. Je suis obligé de mettre les deux mains en phase pour pouvoir applaudir. L'âme agit sur le Christ, qui réagit sur l'âme, ce qui veut dire que notre conscient actif agit sur notre subconscient réactif, lequel réagit sur le conscient. À l'origine, force verticale et force horizontale ne faisaient qu'un. Voilà ce que nous étions à l'origine. L'âme est dit Ève, l'élément de type mâle. Le Christ est dit Adam. Vous avez tous entendu parler Ève et Adam. Le Christ, c'est l'élément de type femelle. C'est Ève qui se lie à l'endroit comme à l'envers, c'est-à-dire qui se pense à l'endroit ou à l'envers. C'est Ève, le subconscient gauche originel, qui a fauté à l'origine en pensant négativement, dissymétriquement et en restant figé sur sa négativité. Ève n'est pas l'élément femelle. Ève est l'élément mâle. Et on vous a toujours dit, c'est Ève, femelle, qui a fauté. C'est la femme qui a fauté. C'est faux, c'est l'homme qui a fauté.
Ce n'est pas la femme qui a fauté. C'est cette négativité originelle entretenue par le subconscient gauche originel, que l'on appelle Ève, qui est le fameux péché originel, mortel, dont parlent les Saintes Écritures en termes voilés, en termes ésotériques, ne pouvant être compris que par les grands initiés en la matière. Ève et Adam, qui sont des principes vitaux et non pas des personnes physiques, comme on vous l'enseigne dans les églises catholiques. Un seul Dieu en 3 personnes. Non, un seul Dieu en 3 principes. C'est que ce n'est pas pareil. Principe. Adam et Ève ne sont pas des êtres physiques, matériels, de chair et d'os. Et on vous dit, Ève et Adam ont eu 2 enfants. Abel et Caïn. Abel représente le sentiment dit positif. Et Caïn représente le sentiment dit négatif. Et tous deux s'équilibrent. On ne peut pas faire du positif si on n'a pas en nous du négatif, et on ne peut pas faire du négatif si on n'a pas en nous du positif. Positif et négatif sont indispensables pour faire un. Caïn représente le sentiment négatif. Abel et Caïn ne sont pas non plus, comme je viens de vous le dire, des personnes physiques, matérielles, mais des états d'âme. Caïn, disent les Saintes Écritures, a tué Abel. Et qu'est-ce que ça veut dire tuer Abel? Eh bien, tuer Abel, c'est faire taire le sentiment positif, symétrique, au profit du sentiment négatif, dissymétrique. C'est ça que ça veut dire. C'est donc sortir de la symétrie. Et c'est donc entrer en dissymétrie. C'est-à-dire, c'est créer le désordre. C'est créer le désordre, c'est créer le chaos dans le pensée originel. C'est donc perdre la sublimité, la perfection originelle, c'est-à-dire la 4e dimension. Et c'est conséquemment, puisqu'on a perdu la 4e dimension, conséquemment, c'est passé dans la 3e dimension, c'est-à-dire dans la matière. C'est donc transmuer l'immatière en matière. Ce qui signifie que les dieux originels, les pensées parfaits, sont devenus imparfaits, ce qui a entraîné une implosion de leurs pensées, donc une implosion de la pyramide vitale, ce qui a donné naissance au Big Bang, à la naissance de l'univers physique, au chaos, à l'enfer. Car notre monde physique est l'enfer, qui est le monde biologique, le monde des morts spirituels. C'est le monde des dieux originels déchus. Ce processus d'implosion, eh bien, c'est le processus de la bombe atomique. La matière, l'univers matériel, qui voyage dans le cosmos infini comme un ballon lâché dans l'air, eh bien, la matière, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de l'immatière négativée, matérialisée par suite de la négativité d'Ève, c'est-à-dire du subconscient gauche originel, c'est-à-dire de l'élément mâle du pensée holistique originel. À l'origine, bien avant l'avènement du Big Bang, l'être, c'est-à-dire le pensée holistique, le subconscient gauche originel et le subconscient
droit originel, eh bien, le pensée était immatériel, pur esprit, pur esprit. Il était totalement conscient, métaphysique, métalumineux, sublime, donc quadridimensionnel. Parfait, donc neutre, donc androgyne, donc divin et donc éternel. En s'éloignant de son partenaire intime, le Christ, par négativation entretenue, l'âme s'est matérialisée. Elle est passée de la 4e à la 3e dimension. Et la 3e dimension, c'est de la matière. Je le redis, la matière n'est que de l'immatière négativée par la faute d'Ève, l'élément mâle du pensée holistique. En perdant sa sublimité, en perdant sa perfection, en perdant son androgynie originelle, donc en se matérialisant, le subconscient gauche, Ève, est devenu un principe biologique, c'est-à-dire ce que nous sommes. Le subconscient gauche originel est devenu notre conscient actuel, c'est-à-dire un subconscient amputé de sa sublimité. Il a perdu la vie. Il a perdu la vie éternelle et, en échange, il a gagné quoi? Eh bien, la vie temporelle, c'est-à-dire la vie mortelle, c'est-à-dire la maladie, la souffrance, la mort. Son corps physique, notre corps physique, est la traduction de sa négativité mentale. Le corps physique est une morbidité. Et oui, une morbidité, un élément inerte, aussi inerte que ce crayon. Inerte, anthropique, qui est animé, agit par quoi? Eh bien, par la force vitale intrinsèque fournie par le Christ de son subconscient. Je le redis, à l'origine, bien avant l'avènement du Big Bang, donc bien avant la création de l'univers physique, le subconscient gauche, l'élément mâle et l'élément femelle ne faisaient qu'une seule et même entité. Mais quand le subconscient gauche originel s'est négativé, en restant figé sur sa négativité, il s'est matérialisé. Et c'est cette matérialisation anthropique qui l'a séparé de son partenaire intime, le subconscient droit originel. Et c'est cette matérialisation du subconscient gauche originel d'Ève qui est notre corps physique actuel que l'on peut symboliser par un trait épais séparant l'âme et le Christ. Je le redis, notre corps physique n'est que de la négativité conscientielle, mentale, matérialisée, naturée par notre subconscient, par notre Christ interne, réactionnel, concrétiseur, naturant. Notre corps physique, c'est de la morbidité anthropique, le résultat de l'union antivitale, celle d'un sentiment négatif pro-naturant et d'une activité catalytique de notre catalyseur, Adam ou Christ, le donneur subconscientiel de notre force vitale intrinsèque qui concrétise le mal comme le bien, comme n'importe quelle terre fertile qui fait pousser tous les végétaux, quels qu'ils soient, les bons et les mauvais. Le subconscient agit ainsi parce qu'il est incapable de discrimination
d'analyse, d'interprétation, qui sont les attributs d'Ève, du conscient, mais pas ceux de Adam, du subconscient. Le subconscient possède divers attributs qui ne sont pas ceux du conscient. Des attributs comme la réflexion, le raisonnement, le jugement, qui appartiennent au conscient. Le vouloir, ne pas vouloir, haïr, aimer, tout ça, ça relève d'une activité du conscient. Le conscient peut être comparé à un ministre des Affaires extérieures, chargé des acquisitions externes. Le subconscient, lui, est dénué de tous ses attributs qui appartiennent au conscient, mais il en possède d'autres, tels que l'émotion, le souvenir, la réactivité protectrice, l'assimilation, la digestion, les éliminations et tous les processus vitaux. Il est comparable à un ministre des Affaires intérieures. Le conscient est l'intelligence qui utilise le clavier de l'ordinateur, qui transmet des informations abstraites à l'ordinateur. Celui qui tapote sur le clavier transmet des informations à l'ordinateur. L'ordinateur, c'est le subconscient, lequel matérialise un événement concret, et bien l'événement abstrait du clavier. L'abstracteur, l'architecte, c'est le conscient. Et le concrétiseur, le bâtisseur, le créateur, eh bien, c'est le subconscient. L'interaction du conscient de type électrique et du subconscient de type magnétique induit un champ de type bioélectromagnétique. Le pensée constitué de deux demi-piles est bioélectromagnétiseur. Le pensée est bioélectromagnétiseur. Le soma, ou corps physique, est l'élément naturé, bioélectromagnétisé. Pensée et soma constituent un couple. Voilà un sujet dont le mental est électrique et dont le corps est magnétique. Il pense à l'endroit, et voilà quelqu'un qui pense à l'envers, il a inversé les polarités. Ces deux schémas extrêmes montrent une inversion des polarités. C'est ce qui se passe chez les cancéreux en phase terminale, sous l'effet de leurs sentiments négatifs conflictuels entretenus. Il y a une inversion des polarités. Un être vivant en santé possède un corps bioélectromagnétisé. Il présente un alignement de ses atomes. Conséquemment, il est lumineux, il est attirant comme un aimant. Un malade, lui, possède un corps bioélectro-démagnétisé, présentant un désalignement de ses atomes, donc un chaos, un processus anthropique, qui est comme une barre de fer démagnétisée qui n'attire plus. La dévitalisation d'un être vivant est ce phénomène de bioélectro-démagnétisation. Par inversion, plus ou moins intense, des polarités conscient-soma. Et c'est cette électro-démagnétisation qui favorise la toxan-lymphe, c'est-à-dire l'intoxication du sang et de la lymphe notamment, et qui est éthio-morbido-pathogène.
Autrement dit, il n'existe pas de maladie d'origine physique, mais uniquement des maladies d'origine mentale, matérialisées, corporalisées, somatisées. Voilà pourquoi il faut réélectrifier le mental en le repositivant, et il faut remagnétiser le corps en le nourrissant d'aliments nutrimentaires, c'est-à-dire spécifiques et naturels, vibrants, car seul l'aliment spécifique et naturel est vibrant, riche en champs, bio-électromagnétisé, riche en force vitale extrinsèque. Repositiver le mental, c'est libérer le subconscient, réactionnel concrétiseur, détenteur de la force vitale intrinsèque, biocatalysante. C'est donc libérer les processus vitaux d'assimilation et de désassimilation. Ça se fait par catalyse. En l'être biologique, il y a deux forces vitales. Une force vitale intrinsèque, d'origine subconscientielle, s'exprimant essentiellement à travers le système neurovégétatif et hormonal. Et puis il y a une deuxième force, qui est une force vitale extrinsèque, d'origine environnementale, fournie essentiellement par les aliments nutrimentaires que nous consommons, c'est-à-dire par les aliments spécifiques et naturels, c'est-à-dire propres à notre anatomophysiologie digestive et émonctorielle. C'est la force vitale intrinsèque, d'origine subconscientielle, qui catalyse, qui assimile la force vitale extrinsèque d'origine environnementale. Lorsque l'être vivant pense négativement, dissymétriquement, d'une façon habituelle ou fréquemment conflictuelle, il entrave l'expressivité normale de la force vitale intrinsèque d'origine subconscientielle, et il ne peut plus digérer et éliminer rectement, et conséquemment, il accumule une morbidité anthropique éthiopathogène. En pensant négativement, que fait l'être humain? Eh bien, l'être vivant ferme le robinet de son propre vase communicant, et donc il ne peut plus vitaliser le conscient par le subconscient. C'est le subconscient qui vitalise le conscient. Mais en pensant négativement, vous bloquez le subconscient qui ne peut plus vitaliser le conscient. Et le subconscient lui-même se met à souffrir parce qu'il ne peut pas tirer l'énergie dans l'esprit. Je précise aussi que la force vitale intrinsèque a besoin d'être libérée par la positivité du mental pour que le subconscient puisse la puiser cette énergie vitale dans l'esprit, c'est-à-dire dans le cosmos, comme un poisson libre de toute fonction, et bien qui puise son énergie dans l'eau de l'océan. Pour se remplir d'énergie vitale, puisée dans l'esprit cosmique, par le truchement du rhinencéphale, le subconscient a besoin de la déverser dans le conscient. Parce que la respiration a besoin de s'exprimer en permanence
sous peine d'asphyxie. Il faut savoir que le pensée holistique bat comme un cœur et respire comme un poumon, comme un poisson dans l'eau de l'océan, comme notre cœur qui bat, nos poumons qui respirent, notre cerveau qui se dilate et qui se rétracte. Tout pulse. La pensée négative, plus exactement, le sentiment négatif, le vécu intérieur négatif, suscité par le conscient, consciemment ou inconsciemment, programme à l'envers le subconscient, réactionnel concrétiseur, et il l'empêche ainsi de puiser la force vitale intrinsèque dans l'esprit cosmique et de la transformer en force vitale assimilable dans l'organisme biologique, c'est-à-dire dans le soma. Comme on peut le constater, on est régi par la loi vitale d'expressivité, par essence. L'être biologique, par essence, l'être biologique est métaphysique, par essence. Par essence, il est divin. Il s'est conçu pour penser à l'endroit, symétriquement. Donc, pour obéir à la loi vitale de symétrie cosmique qui le régit inexorablement. La vie est une et indivisible. Il n'y a qu'une vie, qu'une conscience, se manifestant sous des formes diverses. À l'infini, à l'exemple des chiffres ou des notes d'une partition musicale ou des lettres alphabétiques d'un livre. Le système vital est pyramidal. Il va du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit, à l'instar d'un orchestre symphonique. Ce qui veut dire que le plus petit est identique, est indispensable au plus grand, mais que le plus grand est indispensable au plus petit. La vie est une symphonie où chaque musicien exécute sa partition musicale sur un même tempo. Les fausses notes musicales sont nos sentiments négatifs, entretenus, qui créent la cacophonie, le chaos, la maladie, la mort de l'orchestre. Et chaque atome est à l'image de notre pensée holistique. Chaque atome est en effet doté d'un conscient et d'un subconscient, et il pulse. Chaque atome pulse alternativement, comme un cœur, en émettant une onde qui lui est propre, spécifique, ce qui veut dire que le plus petit est identique au plus grand, comme nous l'enseignent les fractales. Observez bien. Le plus petit est identique au plus grand. Ce qui veut dire également que le plus petit, en l'occurrence le minéral, pense comme le plus grand, comme nous, mais en fonction de sa finalité. Par exemple, le fer est du fer parce qu'il pense comme du fer. S'il pensait comme le cuivre, il serait du cuivre. Et le cuivre est du cuivre parce qu'il pense comme du cuivre. S'il pensait comme le fer, il serait du fer. Le zinc est du zinc parce qu'il pense comme du zinc. S'il pensait comme du fer ou comme du cuivre, il serait du fer ou du cuivre. Dans le cosmos, il n'y a que de la pensée, donc de la conscience psychologique à tous les niveaux, du plus petit au plus grand. Dans le cosmos, il n'y a que de la pensée, donc de la conscience psychologique, duquel on est né.
du fait que la pensée est la caractéristique de l'esprit, on peut donc dire que le cosmos est l'esprit. C'est la nature même du vide cosmique. Vide entre guillemets, car le cosmos n'est pas vide, évidemment. De ce vide cosmique infini, je le redis, l'univers est né de ce cosmos. Nous sommes nés du cosmos. Et si nous-mêmes, nous sommes des êtres de conscience, ça veut dire que le cosmos est de la conscience. C'est dire que la conscience psychologique n'est pas l'effet, mais la cause de la matière. La conscience psychologique n'est pas l'effet de la matière, mais la cause de la matière. Cela veut dire que l'être biologique que nous sommes ne pense pas avec notre cerveau, nous pensons avec notre pensée, s'exprimant à travers notre cerveau, qui est un simple outil aussi inerte qu'un téléphone. Le cerveau n'est que le serviteur de la pensée, comme n'importe quel outil. Il est donc incorrect de dire que le cerveau fait ceci ou cela. Il ne fait rien par lui-même, parce qu'il n'a pas de conscience. C'est un outil, comme le téléphone. Il ne fait qu'obéir à son maître, la pensée, que celle-ci s'exprime consciemment ou inconsciemment, positivement ou négativement. Sur une partition musicale de type symphonique, par exemple, il n'y a pas qu'une seule note, mais une multitude de notes, allant du do le plus grave au do le plus aigu, en passant par les dièses et les bémols. De même en littérature, par exemple, il n'y a pas qu'une seule lettre alphabétique, il y en a 26, avec lesquelles on peut écrire à l'infini. En fait, les 26 lettres de l'alphabet, soit 2 plus 6 égale 8, 8 correspond à la gamme musicale do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. 8, c'est 2 fois 4. Et 2 fois 4, c'est 2 fois la 4e dimension cosmique, celle de notre subconscient originel gauche, qui avait 4 dimensions, et celle de notre subconscient originel droit, qui a toujours 4 dimensions. Mais comme l'un et l'autre ne font à l'origine qu'un seul et même appareil, sexuel et génital, il n'y a donc en vérité que 4 dimensions, qui est la sublimité, la perfection du pensée originelle, c'est-à-dire de l'androgynie originelle. Nous étions des êtres androgynes à l'origine, mais en perdant une dimension, c'est-à-dire notre sublimité, notre sagesse, en perdant la plénitude de notre conscience par abaissement de sa fréquence vibratoire, eh bien, le subconscient gauche originel, Ève, comme je vous l'ai dit, s'est matérialisé. Il est tombé en enfer, dans la matière, symbolisé par le chiffre 7. À l'origine, le moteur vital, le pensée holistique, tournait, fonctionnait sur un mode à 8 ans. Le moteur biologique de l'être de carne que nous sommes
ne tourne que sur un mode à 7 temps. D'où ses ratés, d'où son imperfection, d'où son encrassement, d'où ses oxydations non compensées, ce qui fait que l'être biologique que nous sommes est un être imparfait, donc un être de transition. Notre finalité n'est pas de rester humain, mais de redevenir un Dieu vivant, éternel, comme à l'origine, à condition qu'il ressuscite. C'est-à-dire qu'il ressuscite dans son mental, grâce à une repositivation mentale absolue, qu'il ressuscite la 4e dimension perdue, c'est-à-dire la symétrie originelle perdue par suite de sa négativité mentale originelle, dissymétrique, entretenue, qui est le terrible péché mortel, mal compris par les exégètes et les diverses religions. Quand dans les Saintes Écritures, il est dit « Jésus crucifié ressuscita le 3e jour », il s'agit là d'une phrase allégorique, rédigée en termes voilés, que les non-initiés ne peuvent pas comprendre. Pour les non-initiés, Jésus est revenu à la vie physique 72 heures après avoir été mis à mort sur une croix en bois par une bande d'abrutis que nous sommes. Eh bien, ressusciter le 3e jour, c'est ressusciter en soi la positivité mentale originelle. C'est réilluminer le conscient, c'est le repositiver, c'est lui faire retrouver sa sublimité, sa symétrie originelle, c'est-à-dire sa neutralité originelle, son caractère androgynique. C'est ça, ressusciter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le 3e jour ? Eh bien, le 3e jour, c'est la 3e lumière éteinte de la Sainte Trinité, qui est constituée de 3 principes, comme je vous l'ai dit, et non pas de 3 personnes. 3 principes, à savoir l'esprit, le subconscient droit et le subconscient gauche. La Sainte Trinité, c'est l'esprit et le pensée holistique, qui est constitué de 2 parties. C'est ça la Sainte Trinité. Et ressusciter le 3e jour, c'est réilluminer notre conscient négativé. À propos du cosmos, duquel est né l'univers physique, donc nous-mêmes, il faut savoir que sa structure vibratoire est constituée, comme je vous l'ai dit, d'une trame de fond, appelée lumière noire, qui est passive, infinie. Une trame est constituée également d'une trame de forme. Donc une trame de fond et une trame de forme, appelée lumière blanche, qui est active et finie. Comme le poisson dans l'eau. Le poisson est un être fini qui vit dans un océan infini. La lumière noire du cosmos est l'énergie dite spirituelle, qui nourrit la lumière blanche, qui use de l'énergie en suscitant des messages informationnels sous forme de fréquences vibratoires diverses, se manifestant par de la lumière métaphysique, par de la musique métaphysique et par des senteurs métaphysiques s'inscrivant dans la trame de l'esprit cosmique, comme quand on inscrit un message sur une feuille de papier vierge. Il y a autant de conscience psychologique, donc de lumière blanche, que d'esprit. Et autant d'esprit, donc de lumière noire,
que de conscience psychologique. Le cosmos est donc double, constitué d'un côté gauche actif et d'un côté droit passif. C'est à la fois de la lumière noire et de la lumière blanche. On peut comparer l'esprit cosmique, appelé vide, vide cosmique, appelé vide cosmique par les scientifiques, par les scientistes, pardon. On peut comparer le cosmos noir à un tableau noir sur lequel on écrit à volonté et à la craie blanche des messages d'amour ou de haine, par exemple. La conscience psychologique n'est pas le tableau noir, mais le phénomène magique qui exprime ces messages à la craie blanche. Les messages informationnels sont exprimés soit avec des lettres alphabétiques, soit avec des chiffres, soit avec des sons, soit avec des notes de musique, soit avec des couleurs, c'est-à-dire de la lumière, soit avec des parfums. Alors ce qui va vous étonner, c'est que le cosmos n'est pas vide comme l'affirment les scientistes, mais complètement plein de fréquences vibratoires, métaphysiques, métalumineuses, immatérielles. Il y a une contradiction chez les scientistes qui vous diront la nature a horreur du vide et le cosmos est vide. Réfléchissez. On vous dit que la nature a horreur du vide, c'est que le vide n'existe pas. Mais oui, mais le cosmos est vide. Vous voyez un petit peu la contradiction. Le cosmos n'est pas vide. Il est plein à craquer de fréquences vibratoires diverses à l'infini. Le cosmos est complet. Si nous avions des yeux capables de voir, des yeux métaphysiques, capables de voir ces structures métaphysiques, eh bien on ne verrait que de la lumière. Comme lors d'un voyage au sein du soleil, par exemple. Lumière de couleurs diverses à l'infini, des milliards de fois plus belle que celle d'un feu d'artifice. Ceci en vertu du fait qu'une fréquence vibratoire émet une lumière. Toutes les fréquences vibratoires émettent une lumière. Si nos oreilles étaient métaphysiques et pouvaient entendre les fréquences métaphysiques du cosmos, eh bien on entendrait des sons harmoniques s'inscrivant dans une symphonie céleste. Ceci en vertu du fait qu'une fréquence vibratoire émet un son. Et si nous avions un odorat métaphysique capable de sentir les fréquences vibratoires métaphysiques du cosmos, eh bien on ne sentirait que des parfums s'harmonisant. Ceci en vertu du fait qu'une fréquence vibratoire émet une odeur. Et oui, il faut penser à tout ça. Pour vous en convaincre, il vous suffit de regarder, de sentir et de respirer une rose, une violette, un jasmin par exemple. Ces fleurs, qui sont le sexe des végétaux, ont toutes des couleurs et des senteurs différentes qui s'harmonisent avec les éléments du milieu environnemental. Ce qui veut dire que la structure cosmique, dans sa totalité holistique, appelée vide cosmique par les scientistes, est en vérité de la conscience psychologique, de la lumière métaphysique, de la musique métaphysique, du parfum métaphysique. Ceci peut vous paraître fou, a priori, mais c'est la vérité scientifique, même si elle est niée par les scientistes à courte vue, matérialistes,
jusqu'au bout des ongles, aveuglés par les faits, c'est-à-dire par la matière qu'ils prennent pour la cause. Le scientiste prend les faits pour la cause et se contredit, en affirmant que c'est le cerveau qui fait ceci, qui fait cela. Il est en train d'affirmer que c'est le téléphone qui nous appelle, et non pas nous qui appelons quelqu'un en utilisant et à travers un téléphone, qui n'est qu'un simple outil. Un outil aussi inerte qu'une chaussure ou que ce crayon. En effet, pour le scientiste, on marche avec nos chaussures. On ne marche pas avec nos pieds s'exprimant à travers nos chaussures. Non, on marche avec nos chaussures. Pour le scientiste, on pense avec le cerveau, non pas avec la pensée s'exprimant à travers le cerveau. Vous voyez la contradiction. Bref, il pense à l'envers. Mais il ne le sait pas. Certes, c'est son problème. Mais l'ennui, c'est qu'il fait croire au monde entier que c'est lui et lui seul qui a raison. Voilà pourquoi le monde entier pense à l'envers. Parce qu'on est gouverné par des scientistes. En vérité, le cerveau est fabriqué par l'intelligence qui l'anime. C'est la fonction qui crée l'organe. L'intelligence n'est pas le cerveau, mais le pensée holistique s'exprimant à travers le cerveau, simple outil au service de l'expressivité du pensée holistique, c'est-à-dire du couple conscient-subconscient. L'intelligence n'est pas non plus le téléphone, ou le poste de télévision, ou l'ordinateur, par exemple, mais la conscience psychologique s'exprimant à travers ces outils. L'intelligence ne peut donc pas être réduite à la matière, qui n'est que l'effet de sa propre distorsion originelle antérieure au Big Bang, donc antérieure à l'univers physique matériel, qui n'est qu'un état morbide anthropique, un déchet voyageant dans le cosmos, à l'instar des déchets de nos satellites, tournoyant autour de notre planète. Tant que l'être physique, biologique, ne comprendra pas qu'il est le résultat d'une faute mentale originelle antérieure au Big Bang, tant qu'il ne comprendra pas qu'il est divin par essence et qu'il est diabolique par négativation mentale, entretenue, évidemment, eh bien, tant qu'il croira en l'existence d'un Dieu hypothétique externe à lui, il ne pourra pas évoluer, se rédempter, se rediviniser, redevenir un Dieu, comme à l'origine, bien avant le péché originel mortel, dont parlent à juste titre les Saintes Écritures. Bref, il ne pourra pas accéder à la vie éternelle, au bonheur absolu. C'est aussi simple que ça. L'être biologique doit bien comprendre qu'il est un Dieu par essence et un diable par naturation, c'est-à-dire par négativation mentale, et qu'il ne peut se revitaliser, se rediviniser, redevenir parfait, donc éternel, qu'en dénégativant totalement son mental, actuellement négatif, déviant. Voilà pourquoi je prône la repositivation du mental, appliquée sous hypnose la plus profonde possible, qui est la véritable évangélisation, mal comprise et donc mal enseignée, et qui consiste à angéliser Ève. Évangélisation, c'est-à-dire angéliser le conscient, angéliser l'élément mâle du pensée holistique, le fauteur de troubles. Angéliser, c'est repositiver.
Au cours de mes prochaines interventions, j'aurai l'occasion de vous expliquer ce qu'est la vraie hypnose, une discipline majeure de la vraie naturopathie, et les effets positifs relevant parfois du miracle que l'on peut obtenir sous hypnose profonde. Les fractales, je reviens aux fractales, nous enseignent que le plus petit est identique au plus grand. Or, notre organisme est constitué de milliards d'atomes. Nos atomes sont eux-mêmes constitués de deux éléments identiques, mais inversement fonctionnels. Nos atomes sont constitués d'électrons nucléaires, appelés protons, autour desquels protons gravitent des électrons satellites, appelés électrons négatifs. Nos atomes, là c'est un exemple, vous avez 3 protons et 3 électrons, vous avez 3 femelles groupées, et autour il y a des hommes qui tournent autour des femelles. Pourquoi ? Eh bien pour les féconder. Vous allez comprendre pourquoi. Seulement on ne vous l'a jamais dit. On ne s'est jamais posé la question pourquoi il y avait des électrons qui tournaient autour des protons. On s'est contenté de dire il y a des protons et des électrons, et puis il y a des neutrons. Mais personne n'a rien expliqué de tout ça. Alors, vous avez donc nos atomes qui sont constitués de protons et d'électrons. Les protons et les électrons sont identiques, mais inversement fonctionnels. Nos atomes sont à l'image de notre pensée holistique, en vertu du fait que le plus petit est identique au plus grand. Ne perdez pas ça de vue. Nos atomes sont à l'image de notre pensée holistique. J'ai dit que le pensée holistique était constitué de 2 éléments, mais inversement fonctionnels, c'est-à-dire de 2 demi-piles, comme la main droite et la main gauche, ou comme mâle et femelle. L'un représentant le conscient, l'autre représentant le subconscient. J'ai dit également que le conscient programme le subconscient. Il se comporte comme celui qui utilise le clavier de l'ordinateur. J'ai également dit que le subconscient, programmé par le conscient, se comporte comme un ordinateur. L'utilisateur du clavier est le conscient, la conscience psychologique. L'intelligence, c'est lui qui peut dire oui ou non, qui peut aimer ou haïr. C'est lui qui fait ses choix, bons ou mauvais, positifs ou négatifs. C'est lui qui pense à l'endroit ou à l'envers. C'est le conscient qui est responsable de tout ce qui lui arrive, de tout ce qui nous arrive, parce qu'il est le procréateur de tous les événements qui nous arrivent dans la vie, en vertu du fait que chaque individu est responsable totalement de ce qu'il pense, et que le fait de penser est un acte qui entraîne un effet. Vous remarquerez que le mot événement renferme le mot Ève. Événement renferme le mot Ève. Ève, c'est-à-dire le conscient, a le premier mot. Le subconscient, qui se comporte comme un ordinateur, a le dernier mot. En d'autres termes, l'homme a le premier mot et la femme a le dernier mot. C'est Adam, la femelle, qui a été envoyée en enfer, c'est-à-dire dans la matière, par la faute d'Ève. Alors un ordinateur, pour reprendre cet exemple, ne fait que concrétiser les informations fournies, qui lui ont été fournies alors abstraitement par le clavier, qui est connecté sur lui. L'ordinateur, c'est-à-dire le subconscient, qui est l'intelligence absolue, incarnée, ne se trompe jamais. Parce qu'il est l'intelligence absolue, il est la positivité mentale en nous. C'est la force vitale intrinsèque. Quand il y a présence d'une faute, la faute est toujours commise par le clavier, c'est-à-dire par celui qui utilise le clavier.
que cette faute ait été commise par lui consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire sans s'en rendre compte. Adam, c'est-à-dire le subconscient, est l'instrument de musique. Ève, c'est-à-dire le conscient, est le musicien. C'est le musicien qui fait les fausses notes, pas l'instrument de musique. C'est facile à comprendre. Alors, le pensée et nos atomes sont identiques. On revient à ça. Ce qui se passe dans le pensée holistique se pense également dans chacun de nos atomes cellulaires. Voici un schéma avec 4 protons et 4 électrons. Au centre, vous avez les protons, et à la périphérie, vous avez une couronne d'électrons qui tournent autour des protons. Je vous l'ai dit, il y a autant de protons que d'électrons et autant d'électrons que de protons. Il faut surtout retenir le fait que nos atomes sont constitués de 2 éléments identiques, mais inversement fonctionnels, d'une demi-pile de type mâle et d'une demi-pile de type femelle. La demi-pile mâle, c'est l'électron satellite, et la demi-pile femelle, c'est l'électron nucléaire, c'est-à-dire le proton. Nos cellules sont constituées de molécules. Nos molécules sont constituées d'atomes. Et nos atomes cellulaires sont constitués de 2 types d'électrons, comme je viens de vous le dire. Alors ici, je vais utiliser le mot positif et négatif. C'est le langage des physiciens et non pas celui des naturopathes. Le mot positif et négatif, dans le langage des physiciens, eh bien, ça veut dire que l'électron satellite est chargé négativement. L'électron satellite est chargé négativement. Le proton, c'est-à-dire l'électron nucléaire, est chargé positivement. Si l'électron satellite est chargé négativement, cela veut dire qu'il est intrinsèquement positif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans positif. Donc l'électron satellite est extrinsèquement négatif et intrinsèquement positif. Et la femelle, c'est l'inverse. L'électron satellite est de type électrique. C'est un système électrochimique. Les femelles sont un système magnétomécanique. C'est l'électron satellite qui féconde l'électron nucléaire, qui est de type femelle, et qui, de ce fait, le proton, c'est-à-dire l'électron nucléaire, fabrique des neutrons. Des neutrons, c'est-à-dire des éléments neutres qui prennent le sexe de l'électron satellite ou de l'électron nucléaire ayant disparu du système atomique, soit par suite d'une dévitalisation, soit par suite d'une lésion. En biologie, les neutrons sont les éléments constitutifs de nos cellules souches de régénération cellulaire. L'électron satellite représente le pôle positif, l'électron satellite mâle, l'électron nucléaire, le proton femelle. L'électron satellite représente le pôle positif de l'atome. Voilà le pôle positif de l'atome. Lorsque le pôle positif de l'atome s'encrasse, sulfate,
comme le pôle positif d'une batterie d'automobile, le courant ne passe plus du mâle à la femelle. Et dans une batterie d'automobile, eh bien, les bougies ne s'allument plus. Et l'automobile reste sur place. De même, lorsque l'électron satellite s'encrasse et donc ne féconde plus l'électron nucléaire, il y a carence de neutrons. Et donc carence de cellules souches de régénération. En pensant positivement, on favorise le désulfatage du pôle positif de l'atome et on libère ainsi l'activité de l'électron satellite et de ce fait, on favorise la production de neutrons, donc de cellules souches de régénération. Ça vous étonne, mais c'est comme ça que ça fonctionne. En pensant négativement, eh bien, on encrasse le pôle positif de nos électrons satellites. On encrasse le pôle positif. Et de ce fait, on entrave quoi? Eh bien, la production de neutrons, donc la production de cellules souches de régénération. De même, en mangeant et en buvant à l'endroit, orthobiologiquement, et donc en vivant également à l'endroit, hygiéniquement, eh bien, on favorise l'épuration du pôle positif de l'atome et donc on favorise la production de neutrons, donc de cellules souches de régénération. En buvant et en mangeant à l'envers, et en vivant à l'envers, c'est-à-dire en étant sédentaire, en buvant des alcools, en fumant, en prenant des médicaments chimiques, toxiques, etc. C'est ça, vivre à l'envers, en incorporant toutes sortes de cochonneries en nous sous-oxygénant, eh bien, on favorise l'encrassement et donc les carences en neutrons et en cellules souches de régénération. Pourquoi faut-il s'oxygéner? Eh bien, c'est parce que c'est l'oxygène qui désulfate le pôle positif de l'atome, le donneur d'information, donc le donneur de force vitale, qui tente à s'encrasser. Nos processus vitaux sont régis par des phénomènes d'oxydoréduction. Une oxydation est un trou qui doit être réduit aussitôt, c'est-à-dire comblé, sous peine de carence inductrice de maladie. Retenons que l'encrassement du pôle positif de l'électron satellite, du pôle positif de nos atomes, équivaut à mettre un préservatif sur un pénis, lequel ne peut plus féconder l'ovule, l'électron nucléaire, et lequel ne peut plus donner naissance à un bébé, à un neutron, qui remplacera soit le père, soit la mère au moment de leur décès. Alors il existe plusieurs techniques d'oxygénation. La culture physique, avec des poids et haltères, à base respiratoire et transpirante. L'anionisation, un appareil qui produit des ions négatifs directement assimilables par les poumons. Il y a l'Okakoun. Il y a le superozone pur, c'est-à-dire dénué de peroxyde d'azote toxique, que l'on peut administrer en intramusculaire. Et oui,
on peut faire des injections en intramusculaire en naturopathie. Et on fait ça dans les fesses ou sous la peau. Des injections de superozone. Qu'est-ce que c'est qu'un superozone? Ou l'ozone, eh bien, c'est tout simplement un superoxygène. Et le superoxygène est un oxydant extrêmement puissant, un décapant, capable de décaper le pôle positif de l'atome, comme je vous l'ai dit. L'ozone n'est pas respirable, sinon on déclencherait un œdème du poumon. Mais on peut l'administrer sous forme d'injection intramusculaire ou sous-cutanée. Et puis vous avez le peroxyde d'hydrogène buvable, qui peut être dosé à 12 et même à 35%, et qui hyperoxygène le sang. Lorsque le sang est bien oxygéné, le pôle positif de l'atome demeure propre, libre, opérationnel, efficient, donc fécondateur. Étant bien fécondé par l'électron satellite, l'électron nucléaire, le proton, produit alors des neutrons de régénération. Les oxydations sont bien compensées, réduites, et on demeure jeune et dynamique. Toutefois, lors de ce décrassage, eh bien, on produit des scories. On décrasse, mais il y a des déchets. Et ces déchets, ce sont nos fameux radicaux libres, toxiques, lesquels sont lésionnels. Mais heureusement, rapidement neutralisés par deux principaux enzymes, la superoxyde dismutase et la glutation peroxydase. Le superoxyde dismutase travaille en premier, la glutation peroxydase agit en second. Le sode, le premier, transforme le radical libre en eau oxygénée et la glutation peroxydase transforme l'eau oxygénée en eau ordinaire. Mais ces deux enzymes, qui sont normalement fabriquées par notre foie, peuvent manquer par suite d'une insuffisance ou d'un dysfonctionnement hépatique. Voilà pourquoi il faut impérativement épurer le foie en permanence, en pensant à l'endroit, en mangeant et en buvant à l'endroit, en vivant à l'endroit hygiéniquement, c'est-à-dire en obéissant à la loi vitale de symétrie cosmique qui nous régit inexorablement. Finalement, la naturopathie est un mode existentiel et pas seulement une médecine de santé psychobiologique destinée à des malades. Néanmoins, prévenir vaut mieux que guérir. Et si l'on tombe malade, eh bien, il vaut mieux guérir sans nuire à sa vitalité, sans nuire à sa vie. Les médicaments allopathiques n'ont pas pour but de faire de la santé, mais seulement de supprimer les symptômes ou de pallier artificiellement une insuffisance fonctionnelle. Toutefois, si la médecine allopathique n'existait pas, il faudrait quand même l'inventer, car elle est fort utile dans les situations exceptionnelles et dans les cas d'extrême urgence. Ben oui, pour les gens qui refusent d'appliquer les méthodes naturopathiques. Dans le monde, il n'y a que 3 doctrines médicales. La naturopathie, l'allopathie, l'homéopathie. Il n'y en a pas une de plus. Ce sont ces 3 doctrines qui constituent la médecine.
à condition que chacune reste dans les limites de ses capacités. Malheureusement, on a donné la primauté à l'allopathie pour la raison suivante. Les malades, en règle générale, ne veulent pas pratiquer la naturopathie, qui est une méthode difficile, exigeante, nécessitant une volonté et une détermination en acier inoxydable, et aussi une réactivité vitale dont est dépourvue la plupart des gens par suite de leur dévitalisation plus ou moins importante, résultant de leur paresse mentale et physique, de leur comportement existentiel habituellement aberrant, hors la loi vitale. En effet, les gens veulent être en bonne santé, mais sans faire d'efforts. Ils veulent avoir en même temps le beurre et l'argent du beurre. Une chose et son contraire. Ils estiment qu'ils n'ont pas à gagner leur santé, qu'elle est un don du ciel auquel ils ont droit, même lorsque leur comportement habituel est aberrant, déviant, c'est-à-dire anti-hygiénique, anti-biologique. Bref, en règle générale, les gens veulent des pilules magiques, c'est-à-dire une médecine douce, qui ne les oblige pas à obéir à la loi vitale, comme le préconise la vraie naturopathie. Voilà pourquoi je dis toujours que la naturopathie, la vraie naturopathie, celle qui supprime vraiment la cause première de nos maladies, non accidentelle, est une méthode de santé naturelle pour celles et ceux qui se responsabilisent et qui se prennent en charge. La vraie médecine douce. Mais réfléchissez, la vraie médecine douce n'est pas la naturopathie, comme on le croit naïvement, mais l'allopathie ou l'homéopathie. Je mets 3 ou 4 pilules au creux de la main, dans la bouche, un verre d'eau, je suis guéri. C'est ça la médecine douce. La médecine douce, c'est l'allopathie, pas la naturopathie. Eh bien, je vous remercie pour votre attention.